Voilà, alors le premier point, Eric va vous présenter en guise de grosse introduction la façon dont on travaille, donc toutes les méthodes de l'archéologie minière. Comme ça, vous allez un peu comprendre de quelle manière on travaille, la méthodologie utilisée et les résultats, nos questionnements, en fait, les problématiques des recherches. Ensuite, en deuxième partie, Jean-Marc va parler des exploitations de cuivre sur tout le massif pyrénéen. Donc là, on va remonter, en fait, il va remonter le temps bien au-delà de la période romaine et il va un peu vous expliquer, toujours dans l'état des connaissances actuelles, le démarrage des premières métallurgies dans les Pyrénées. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont très proches d'ici. Et en troisième partie, moi, je vais plutôt parler de la période romaine et donc de toutes les mines de fer, d'or, d'argent, de plomb et de cuivre qui sont dans les environs de Lens. Voilà. Mais principalement sur le versant nord, mais vous verrez qu'on est très près, à vol d'oiseau, on est très très près de Lens. Et donc là, ça sera plus le contexte à l'époque romaine. Voilà. Je laisse la parole à Eric. Okay. Gunnar Denelli. Donc je vais vous expliquer à travers plusieurs phases de l'étude des mines en général, comment on obtient des résultats. Et le but aussi, c'est de vous montrer que c'est un vrai travail d'équipe, qu'il faut être nombreux, avec des compétences complémentaires pour obtenir de bons résultats. Alors, comme pour la majorité des investigations archéologiques, le début du travail commence par la lecture de tous les écrits, que ce soit des archives, des publications, des cartographies, mais également par la communication avec les gens du lieu, qui connaissent des endroits, qui connaissent des histoires du passé, et ça va servir de base de travail pour entamer le travail de terrain. Au niveau de la documentation, il y a également tout ce qui est cartographie, que ce soit des cartographies topographiques comme en haut à gauche, mais également des cartes géologiques qui vont nous expliquer le contexte, des prospections LIDAR, donc c'est des images qui sont créées à travers des mesures du relief, et on peut observer des très petits reliefs d'anciens chemins, d'anciens vestiges dans le paysage. Ensuite, les travaux vont démarrer sur le terrain par des prospections de surface, donc à la recherche des anomalies géographiques. Également du mobilier, des objets qu'on peut trouver, comme ici en bas à droite, des scories ou d'anciens murs qui vont nous expliquer le début de l'histoire des activités sur les sites. Une topographie de surface va nous permettre de représenter les choses les unes par rapport aux autres et de comprendre comment elles s'organisent dans l'espace et dans la géographie du lieu. Évidemment, comme on travaille dans des mines, il va falloir aller visiter tous les vestiges souterrains qui sont explorables, donc aussi bien à l'horizontale que verticalement. Donc on doit faire appel à des techniques de spéléologie souterraine pour accéder aux vestiges. Ça nous permet, et ça c'est exceptionnel dans les mines, de trouver des endroits qui ont été laissés tels quels depuis le départ des derniers mineurs. Et ça c'est très émouvant parce qu'on retrouve les objets posés là où ils ont été laissés. Personne souvent n'est revenu dans les endroits les plus difficiles d'accès. Et donc, on retrouve vraiment les traces et la sensation d'être les premiers à reposer les pas dans les pieds des mineurs. Comme pour la surface, on va topographier et dessiner les vestiges souterrains. Donc, on va dessiner à la main et après l'informatiser. Vous avez de beaux exemples ici de ce qu'a fait Arturo et ses assistants sur les mines de Lens. Pour la compréhension des mines, on va travailler aussi bien sur l'intérieur et l'extérieur, parce que dans la mine, il y a le vestige souterrain, là où on va extraire le minerai, mais il y a aussi toutes les activités à l'extérieur qui font partie de la mine. Donc on va faire des fouilles, des sondages, pour comprendre l'architecture et l'organisation des différents lieux d'activité.
Ces travaux archéologiques vont également être menés sur les objets qu'on va trouver en fouille, mais également le mobilier, les vestiges qu'on voit sur place. Euh, Savoir ce que c'est. Voilà. Par exemple, l'image du milieu, c'est un stock, une dynamitière souterraine. Voilà. Quand on y va la première fois, ben, on ne sait pas forcément. Et, et on doit travailler sur toutes les périodes chronologiques confondues, parce que dans une mine, les exploitations se succèdent et donc il est important de comprendre la chronologie des différents vestiges de l'activité. Par exemple, pour bien comprendre, on va étudier les traces des outils pour savoir si ça a été creusé à l'explosif, comme au milieu, avec des outils à percussion, comme en bas à gauche, ou bien des outils manuels. Vous voyez les traces euh, laissées par les outils ici, c'est des traces de pics ou de pointerolles. Mais on a également des mines qui sont creusées à l'aide du feu. Donc voilà, un tas d'indices qui vont nous permettre de comprendre quels sont les outils employés. On va faire des mesures archéométriques, mesurer les dimensions des galeries pour savoir s'il y a des préférences, des sens de creusement et donc mieux comprendre les vestiges. On va également faire des mesures statistiques sur différentes choses. Là, par exemple, sur la position des lampes qui servent à l'éclairage dans les mines romaines de Banca. À l'aide des dessins et des topographies, on va pouvoir essayer d'interpréter comment s'organisent les travaux en plan, mais aussi verticalement, puisqu'on est dans un monde en 3 dimensions où il y a différents étages, différents niveaux qui se superposent, et chacun doit permettre l'exploitation du minerai. Par exemple, on va essayer de comprendre comment ont pu circuler les mineurs dans les vestiges, comment on a transporté le minerai dans des paniers, dans des wagonnets. Et tout ça, ça va nous donner des informations également sur la chronologie et les sens d'avancement de l'exploitation. En croisant toutes ces données, on va essayer de comprendre comment la mine a été exploitée. Ici, une mine de l'Aude qui a été exploitée depuis le jour en descendant de plus en plus profond dans la mine. Ici, une mine des Alpes où on arrive à retracer l'histoire presque année par année de l'avancement des travaux. Bien sûr, on fait des datations au radiocarbone pour les périodes plus anciennes qui vont nous donner des tranches chronologiques plus ou moins précises, mais qui vont également nous permettre de fixer une chronologie aux ouvrages. Comme on exploite une mine, eh bien, il y a le minerai qui est le cœur de l'objectif des mineurs. On est obligé de comprendre quelles sont les minéralisations, comment ils sont organisés dans l'espace et donc quelles étaient les ressources recherchées. Parce que dans une même mine, dans un même gisement, on peut avoir plusieurs ressources qui intéressent des mineurs à des époques différentes. Et en comparant toutes ces données, eh bien, on va essayer de déterminer vraiment quels étaient les objectifs des différents mineurs aux différentes époques des exploitations. Voilà. Et en finalité, d'essayer de savoir quels étaient les volumes de production et donc de sortir du site et d'essayer de comprendre quel est l'impact du site sur l'économie locale ou régionale, voire même plus largement encore, et donc de recontextualiser l'exploitation dans l'histoire générale des hommes qui ont habité dans nos régions. Oui, bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter les plus anciennes mines des Pyrénées et on va démarrer en élargissant un petit peu le cadre parce que pour ces périodes anciennes on est obligé de prendre un cadre un peu plus large. Donc les plus anciennes mines de cuivre en Europe, elles sont en Serbie et dans le nord des Alpes. C'est au 5e millénaire, c'est quand même très rare, donc on peut considérer que le phénomène tel qu'on le connaît au moins, le phénomène minier se généralise au 3e millénaire.
il ne faut pas imaginer une transformation radicale des sociétés avec l'utilisation du métal quotidienne. Et c'est quand même un objet de luxe qui est très ostentatoire. D'ailleurs, pendant des millénaires, on continue à utiliser l'outillage en pierre, qu'on voit ici en bas de l'écran, même y compris dans les mines. Dans les mines de cuivre, on utilise de l'outillage en pierre, qui est beaucoup plus efficace parce que le cuivre, c'est quand même un métal qui est très mou. Et même le bronze, qui apparaît lui plutôt au deuxième millénaire, le bronze, c'est un alliage avec de l'étain, cuivre, étain, qui est un peu plus dur. Il n'a pas le même rendement qu'un bloc de pierre bien adapté, quoi. Sur la droite, en haut, vous voyez un graphique ce sont des chercheurs qui ont essayé d'évaluer les productions à l'échelle de l'Europe, les productions du cuivre, et donc on voit une très forte augmentation au deuxième millénaire, donc ce qui représente l'âge du bronze. Je ne parle pas des chiffres parce que les marges d'erreur sont importantes, et peu importe, c'est la tendance qui compte. Et sur la carte en dessous du graphique, on voit les grandes zones de production. Donc pour la péninsule ibérique, c'est l'Andalousie, les Asturies. On a le Pays de Galles, l'Irlande, les Alpes. Il y a aussi Chypre. Donc il n'y a pas les Pyrénées. Mais on a quand même produit du cuivre dans les Pyrénées. Pour l'instant, on a quelques mines qui sont très intéressantes. On n'a pas les ateliers de traitement du minerai. Donc je vous ai mis une photo d'un atelier qui est en cours de fouille actuellement dans le sud de la France, au sud du Massif central. Et on voit les structures là, qui servaient à griller et à réduire le minerai de cuivre. Ce sont pas vraiment des fours, des foyers cuvettes, peu profonds. Sinon, pour la métallurgie, bien souvent, on n'a que des indices. Des indices, ce sont des moules, comme vous avez en haut à droite, ou alors des fragments de creusets, mais on n'a pas les ateliers, vraiment, on ne les a pas dans les Pyrénées. Par contre, je vais vous montrer quelques exemples de mines, avec un premier exemple côté français, dans les Pyrénées centrales, c'est la vallée de la Garonne, et le massif enneigé avec des glaciers que vous voyez en haut de la diapositive, c'est la Maladeta, hein, c'est le pic d'Aneto. Donc on est vraiment au cœur des Pyrénées. Et sur ce versant, vous voyez, j'ai représenté des mines. Donc il y a deux types de sites d'extraction. Il y a des mines en souterrain qui sont plutôt modernes, 17e, 18e siècle, et tout un système de tranchées, donc des tranchées superficielles, qui servaient à exploiter, comme le montre la photo en bas à droite, des petits filons de quartz qui sont minéralisés en cuivre. Aux abords de ces tranchées, on a trouvé de l'outillage lithique qu'on voit en bas, hein, des outils en pierre, et un fragment de céramique de l'âge du bronze. Alors sur le lidar, Eric vient d'en parler, le lidar permet d'avoir donc une lecture du sol sous la végétation. Et donc là, on peut suivre ces tranchées, on le voit depuis la crête de Théiède, marquée Théiède, jusqu'en bas de la vallée. Donc ça veut dire que ces tranchées font 600 mètres de long. Et ce qui est encadré en rouge, là, c'est une tranchée. Vous pouvez voir qu'on peut même en extraire des profils, des coupes. Donc c'est quand même un instrument qu'on utilisera à Lens si possible, quoi, parce que c'est vraiment un outil très intéressant. Et on a un petit peu le même système d'exploitation en tranchée superficielle à Urepel, donc pas très loin d'ici, qui a été daté de la fin du 3e millénaire. Autre exemple à Saint-Lary, en Ariège, toujours dans les Pyrénées centrales, où là, c'est une paroi qui en bordure d'une piste forestière qui a été exploitée de différentes manières. On le voit sur la photo en bas, c'est une photogrammétrie. Ce sont des petits filons de quartz qui ont été évidés à l'outil. Les filons, ils sont représentés par les petits traits rouges. Et sur la droite, par contre, on voit un chantier au feu, une exploitation par le feu. Hein. Le feu était disposé contre le rocher pour fragiliser la roche, la fracturer, la fragiliser, et ça facilitait le travail ensuite. Donc dans ces cas-là, on a ce qu'on appelle les résidus d'abattage au feu, au pied de la roche,
avec donc des petites écailles de roche et des charbons de bois qui permettent de dater les travaux. Donc dans ce cas-là, c'est âge du bronze. Toujours dans le même secteur, surtout en haut à gauche, on voit que les mineurs ont gratté, ont exploité des microfilons qui font parfois 1 centimètre d'épaisseur sur la paroi qu'on voit là. Ensuite, en bas, classique, des chantiers au feu qui sont datés de l'âge du bronze terminal. Et toujours dans le même secteur, une mine un peu plus importante avec des chantiers au feu très caractéristiques, avec ces grandes coupoles, des formes arrondies. Donc la minéralisation principale, elle était comprise dans du quartz et elle faisait environ 70 cm d'épaisseur. Le minerai, vous l'avez sur la droite de la diapositive, c'est de la chalcopyrite et de ce qu'on appelle les cuivres gris. Alors c'est un peu compliqué, c'est la thénantite, mais il y a du cuivre, de l'argent et de l'arsenic. Et la présence d'arsenic est assez importante à ces époques-là parce qu'elle facilite la métallurgie. Elle abaisse le point de fusion du cuivre et elle permet de mouler aussi plus facilement ensuite les objets. Et donc là, c'est daté de 1800 avant Jésus-Christ. Bon, là, le plan où on voit bien toutes les excroissances arrondies des chantiers au feu et les coupes. Je passe rapidement. Dernier exemple, dans les Pyrénées-Atlantiques, la mine de Cosiat, qui a été étudiée par Arguichou et Eric, sur une mine en altitude, sur 2 filons de cuivre parallèles, avec des petits travaux au feu. Les filons sont assez étroits, hein, et les travaux aussi, donc. Travaux au feu qui ont été datés, qui sont très jolis d'ailleurs, qui ont été datés du milieu du 3e millénaire. Alors c'était jusqu'à présent, jusqu'à la semaine dernière, à ma connaissance, c'était la plus ancienne mine des Pyrénées, mais on a eu une information de Gilles Parent qui vient de dater une mine en Navarre, pas très loin d'ici, à Mayur, du début du 3e millénaire, oui c'est ça. Donc il y a quelques siècles de plus que celle-ci. Voilà. Merci. Donc la suite. On est là jusqu'à demain en fait. Donc maintenant, moi, je vais vous parler des mines des Pyrénées occidentales à l'époque romaine. Voilà, donc voilà une carte de notre secteur avec, vous voyez, un certain... Alors, je n'ai pas mis toutes les mines. J'ai dû faire un choix, j'ai mis les principales mines. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une bonne dizaine de points sur la carte. Et ce qui est intéressant, en plus de la densité des sites, c'est surtout la variété des métaux exploités, puisqu'on a des mines de plomb et d'argent, des mines d'or, des mines de fer, des mines de cuivre. Voilà, on a à peu près tous les métaux qui sont représentés sur un tout petit territoire. Donc toutes ces mines-là ont été exploitées autour de notre ère, soit un peu avant la conquête, soit un peu après. Et je préciserai à chaque fois que je parlerai d'un site sa période d'exploitation en particulier. Donc vous voyez le point le plus au sud, c'est Lens, et le plus au nord, c'est les mines d'or d'Itsasu. Donc on est quand même sur un tout petit territoire. Donc on va commencer par le fer. Alors pour vous parler du fer, je vais juste parler de 3 sites. C'est les sites qui ont été, on va dire, qui sont les mieux connus, les plus fouillés. Mais il y en a beaucoup d'autres, dont je ne vais pas parler aujourd'hui parce que ça serait trop long. Donc je vous présente rapidement trois sites miniers qui sont en activité autour de notre ère. Donc le premier se trouve en Labour. On est au-dessus des villages d'Itsasu, pas loin d'Asparin, pour ceux qui connaissent. C'est la mine de fer qui se trouve sur le massif de l'Ursouya. Donc, j'ai volontairement choisi 3 sites très différents pour que vous voyez un peu toutes les différentes sortes de vestiges que l'on trouve et qui sont exploités au même moment, mais avec des méthodes très différentes. Donc ça, c'est un site qui est tout petit, avec de toutes petites tranchées d'exploitation qu'on voit à peine. Vous voyez des anomalies là, sur les photos, sur les reliefs. C'est tout petit.
Ouais, sur la gauche, là, les tranchées. Donc, on pourrait penser que ce sont des choses naturelles. On croit que c'est des tranchées, des raffinements. Là, il y en a une, là, il y a l'autre. Donc voilà, et au pied de ces tranchées, on a des ateliers métallurgiques pour la réduction des minerais de fer. Et 3 de ces ateliers ont été fouillés. Et sur ces ateliers, on a retrouvé des bas-fourneaux, donc, qui servent à réduire le minerai de fer extrait juste au-dessus. Des bas-fourneaux qui datent du 1er siècle de notre ère. Voilà ce qu'il en reste. Donc, c'est des structures qui sont très arasées et dans lesquelles le minerai de fer était transformé en métal, selon la technique de la réduction directe. Enfin, le même four, bon, c'est pas trop d'intérêt, mais un relevé, enfin le même four dessiné, donc un four classique pour la période romaine, qui a rien de... Une autre mine, là on est plus haut dans la montagne, c'est la mine de fer de la montagne Rolla, donc on est à 900 mètres d'altitude. Les travaux s'échelonnent entre 900 et 1000 mètres, on est tout près de la mine de cuivre de Meatse, qui est donc fouillée par Gilles Barin, et tout près des mines de cuivre et de plomb argentifère de la forêt de Haïla à Urepel. Donc le site se présente comme ça. On a sur le versant ouest du massif tout un tas de petits travaux miniers superficiels, et chacune des fosses d'exploitation est bordée, en fait, et on va dire, en périphérie de ces fosses d'exploitation ont été installés les ateliers de métallurgie. Donc à chaque fois, en gros, on a une fosse, un four, une fosse, un four. Donc là, on est un petit peu plus tôt. L'exploitation de ce gîte va démarrer au IIe siècle avant Jésus-Christ et se poursuivre jusqu'au 1er après. Donc la conquête ne change rien en fait. L'exploitation est à cheval sur une période avant et après la conquête. Donc voilà le type de travaux que l'on rencontre. Toujours des fosses d'exploitation à ciel ouvert. Ici, on n'a aucun travaux souterrain, puisqu'en fait le gisement de fer, le filon de fer affleure, et les exploitants n'ont pas eu besoin de prolonger l'exploitation en souterrain. Ils se sont contentés de le ramasser en surface par le biais de fosses d'exploitation. Et vous voyez ici sur la topographie à droite, en haut, là, ça c'est un atelier métallurgique, juste à proximité des fosses. Donc on a vraiment des sites très très proches. Voilà les plateformes qui sont aménagées sur les pentes. Et c'est des petites plateformes qui sont creusées et sur lesquelles étaient installés les fours de métallurgie. Donc ça, c'est le petit site Erola 3, sur lequel nous avons fait une prospection géophysique pour localiser les structures de chauffe, en fait. Et prospection grâce à laquelle on a retrouvé des bas-fourneaux en très très mauvais état de conservation, puisque les pentes sont très raides et que les sites sont totalement érodés. Donc là, on a un niveau de connaissance des fourneaux qui n'est pas très bon. Je vais maintenant vous parler de la mine de fer de l'Arla, qui est la plus connue parce que c'est la plus grosse, mais c'est aussi celle qui a été le plus étudiée. Donc là, on est dans la vallée de la Nive. On redescend un peu en altitude, on est à 700 mètres. Voilà une vue de la montagne avec le filon principal, c'est le trait rouge, qui fait à peu près 4 km de long. Et tous les petits points rouges qui représentent des ateliers de métallurgie d'époque romaine ou de la fin de l'âge du fer. Donc là, on a un gros complexe. Les deux minéraux principaux exploités sont la sidérite, c'est le petit carré en haut à droite, et la goethite en bas à droite. D'un point de vue chronologique, rapidement, l'exploitation de ces filons s'étale du IIIe siècle avant au IIIe siècle après Jésus-Christ, avec un pic de production au 1er siècle de notre ère. Donc ce pic de production, on va le voir, qui correspond aussi à l'exploitation de la mine de Lens. En fait, on a vraiment quelque chose qui se passe au 1er siècle de notre ère, puisque tous les sites que je vais vous montrer débutent avant, souvent s'arrêtent après, mais ils ont tous en commun ce 1er siècle. Ils sont tous en activité au 1er siècle de notre ère. Donc voilà la typologie des travaux miniers de l'Arla, des travaux à ciel ouvert, mais également des travaux en souterrain. Donc ici, vous avez la mine souterraine du IIe siècle après le Christ.
donc qui est assez importante. Et vous voyez, 125 mètres de long, etc., entièrement taillée à l'outil, donc à la pointe-rolle et au pic. La même mine avec en bas une vue en coupe de la mine, donc des travaux très très verticaux. Tous les niveaux de circulation en bois, les plateformes qui étaient aménagées, etc. à l'époque ont cédé, n'existent plus, donc on est obligé de circuler sur corde, un peu comme ici. On a également des ouvrages d'assistance avec des galeries d'exor, des galeries en travers-banc pour accéder aux travaux. Donc vous voyez des ouvrages de belle facture, vraiment très, très beaux en fait. Et non, c'est vrai, c'est des belles galeries, c'est pas toujours joli comme ça. Et voilà. Donc voici les fours, les bas fourneaux de réduction que l'on a fouillés sur le site. Donc on a 55 ateliers de réduction connus et 11 de ces 55 ateliers ont fait l'objet de fouilles. Et sur ces 11 ateliers, on a retrouvé 9 fours de réduction. Il faut savoir que chaque site de production était composé d'un four unique, donc qui va fonctionner plusieurs centaines de fois. Donc voilà les fours. Très caractéristiques de l'Arla, puisque c'est des fours qui sont enterrés et qui ont une typologie assez particulière. On est en train, avec Jean-Marc, d'essayer de les rapprocher d'autres types de fours qui ont été trouvés en Gaule ou même dans le nord de la Catalogne. Et on a des similitudes, mais on y travaille et on n'est pas encore au point. Voilà, vous voyez, c'est toujours le même type de four, vraiment caractéristique des fours de l'Arla, avec 2 pieds droits à l'avant des structures et des fours qui étaient totalement enterrés, avec la cuve totalement enterrée. Ça, c'est le plus récent. Voilà. Donc, pour résumer le site de l'Arla, on estime en gros que le site aurait produit, donc sur 6 siècles d'activité, environ 2000 tonnes de fer. Donc, c'est pas énorme sur 6 siècles, mais localement, 2000 tonnes de fer, on se doute bien que ça dépasse les besoins régionaux et que donc la production de ce massif a été destinée à être commercialisée. Donc, on n'a pas encore les circuits on ne connaît pas les circuits de commercialisation. En gros, on ne sait pas quelle voie va être utilisée pour commercialiser et acheminer ces produits, ce fer, mais on sait que cette production dépasse largement les besoins locaux. Le plomb et l'argent, très rapidement. Je dis très rapidement parce qu'on a un peu moins de connaissances. Donc, on connaît 2 gros sites principaux aujourd'hui. Il y en a d'autres, hein, je ne parle pas de tout. Le plus important, qui se situe près d'Oyaso. C'est les mines qui sont bien connues, qui ont été étudiées par Merchi Urteaga et l'équipe d'Oyarzun et d'Irun. Et puis le petit site des mines de la Florida dont a parlé Jean-Marc, puisque là on a une exploitation probablement pour le cuivre donc qui démarre à moins 1800, puis une grosse à moins 1800 avant le Christ, et ensuite une seconde phase d'exploitation au 1er siècle de notre ère, celle dont je vais parler maintenant, et une reprise moderne au 18e siècle, donc à l'époque moderne, dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Donc voilà le site, une topographie du site en surface. Et vous voyez ici un petit peu la morphologie des travaux. Alors dans l'état des connaissances actuelles, on n'est pas en mesure de dire si les travaux que l'on voit sont romains ou s'ils appartiennent à la phase d'exploitation la plus ancienne. Parce que certains d'entre eux sont romains assurément et d'autres sont plus vieux. Et on est en cours de datation de ces travaux. Et c'est assez compliqué. Voilà encore une vue de ces grandes fosses d'exploitation. Encore ici une autre vue, vous voyez la taille des travaux, c'est vraiment gigantesque. C'est plusieurs centaines de mètres de long et jusqu'à 20-30 mètres de profondeur. Ici encore une autre vue. Voilà une vue plus générale du site. Alors vous voyez ici la fosse d'exploitation qui descend vraiment sur tout le versant de la montagne. Et l'intérêt de ce site réside aussi dans le fait que, associé à ces travaux miniers, puisque là on est presque à 1000 mètres d'altitude, on a trouvé énormément de vestiges céramiques, de l'outillage, du verre, etc., qui témoignent de la présence d'un habitat sur le site. On se doute bien en fait qu'à 1000 mètres d'altitude, les mineurs ne redescendent pas tous les jours chez eux, dans leur maison. Et donc, ils sont obligés d'habiter sur place. Alors, il faut imaginer probablement un habitat
peut-être pas permanent, mais au moins temporaire qui fonctionne avec les mines, puisqu'on a retrouvé des fragments de vases à parfum, beaucoup de vaisselle fine, etc., qui ne correspondent pas juste à une prise de repas le midi, quoi. On est vraiment sur de l'habitat en dur. Donc cet habitat, on ne l'a pas encore trouvé, on ne l'a pas identifié sur le site, mais on le cherche. Rapidement, les mines d'Oyarzun, parce qu'elles sont très très belles et qu'elles sont très grosses. Alors, contrairement aux mines que vous avez vues jusqu'à présent, celles-ci ont été énormément reprises à partir du à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Et donc, les travaux romains ont été défigurés par cette reprise d'exploitation. Mais quand on observe bien les parois des ouvrages, on y décèle encore les vestiges des travaux au feu du 1er siècle de notre ère. Donc vous avez ici ces travaux typiques que l'on retrouve à Lens, vous le montrerez tout à l'heure, que Jean-Marc a montré aussi sur des travaux dans les Pyrénées centrales et que l'on a aussi donc à Oyasso, enfin, dans les environs de l'antique Oyasso. Voilà, ici des travaux au feu. Là, juste pour illustrer ces travaux au feu, j'ai repris une photographie qui a été réalisée par Bruno Ancel, un archéologue minier qui travaille dans les Alpes et qui lui fait de l'expérimentation au feu. Et donc, il a travaillé sur les vitesses d'avancement avec ces fameux bûchers. Et donc là, on a une image vraiment de, vous voyez, le bûcher qui est aménagé dans la coupole. Et donc, comme ça, on comprend mieux quand on voit une coupole sous terre, ce qu'il y a eu dans cette coupole comme feu et la quantité de bois qu'il a fallu amener dans la mine pour générer ces coupoles et ces grands travaux. L'or, donc Gilles en a parlé hier, il vous a parlé du site d'Amayo, enfin du Bastan. Moi, du coup, aujourd'hui, je vais plutôt vous présenter le site des mines d'or d'Itsassou, alors qui est rattaché au Tarbel grâce à un texte de Strabon, mais qui n'a pas été encore très très bien daté, sur lequel on a trouvé des amphores du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc c'est un site, en gros, on peut dire, qui fonctionne au tournant de notre ère aussi, probablement. Alors c'est un site de mine d'or alluvial, donc on n'est pas sur des mines en roche. Et donc les travaux miniers se présentent sous la forme de grandes tranchées à ciel ouvert réalisées dans les terrasses alluviales autour des villages d'Itsassou, Espelette, Cambo-les-Bains, La Ressort, enfin tout le labour intérieur. Donc voilà ce que ça peut donner sur une carte topographique classique. Vous voyez, les villages sont construits sur les mines en fait. Alors juste très rapidement, 2 mots sur la formation de ces terrasses alluviales aurifères. En fait, elles viennent de l'érosion de filons aurifères qui sont en altitude. Et en fait, les paillettes d'or vont être érodées et se concentrer et former des dépôts. On appelle ça des terrasses alluviales. Et c'est ces dépôts alluviaux, le petit 4 sur le plan, qui ont été exploités à la période romaine et même avant. Voilà le type de chantier qui est exploité. Donc on aménage des barrages, des sortes de barrages d'eau pour faire effondrer en fait les terrains chargés, enfin la terre chargée de paillettes d'or. Et on va récupérer à la fin de ces tranchées, dans des systèmes de canaux comme on le voit en haut à droite, c'est encore pratiqué dans certains pays, on va tapisser ces canaux de végétaux ou de peaux d'animaux, de brebis par exemple, et les paillettes vont rester accrochées, les paillettes d'or vont rester accrochées à ces tapis. C'est de là que vient le mythe de la toison d'or. Voilà, donc dans le paysage, ça laisse des travaux qui ont ces formes-là et qui très très longtemps, jusque dans les années 1990, étaient considérés comme des tranchées naturelles, jusqu'à ce que Béatrice Cohuet, archéologue minière de Toulouse, identifie le site. Et c'est à elle qu'on doit l'identification de ce site. Voilà, dans le paysage, ça donne ça. Vous voyez, toutes les tranchées, là, parallèles, qui en fait sont des mines. Ou alors ça donne ça, des chantiers qu'on appelle chantiers cirques et qui ont entaillé en fait le paysage. Et c'est tellement gigantesque qu'on a vraiment l'impression d'être
d'être sur des choses naturelles. Pour terminer, 2 mots sur le cuivre. Donc, les mines, alors là, c'est pareil, il y en a beaucoup. J'ai choisi d'en montrer que 2 ou 3. Vous voyez, alors la plupart de ces sites ont été étudiés par Gilles Parent. En tout cas, il y est allé. Donc, les mines de Banca, évidemment, très rapidement, ici, avec un plan du XVIIIe siècle. Et ici, un plan de l'archéologue Bruno Ancel, celui qui travaille sur le feu, dont je vous ai montré la photo tout à l'heure. Qui représente un peu, vous voyez l'échelle de 150 mètres, l'ampleur des travaux de Banca. Les travaux anciens sont en rouge et les travaux modernes en bleu. Donc là, les travaux romains et les travaux du XVIIIe siècle sont étroitement imbriqués. On a, voilà, ici, un puits moderne. Vous voyez, c'est des travaux de belle facture. Et ici, une cheminée d'aération romaine, elle, qui fait plusieurs dizaines de mètres, je ne sais plus exactement combien elle mesure, et qui sert en fait à ventiler les travaux au feu. Voilà. Parce qu'on n'en a pas parlé encore aujourd'hui, mais vous en parlerez peut-être pour l'Anse après. Quand on travaille une mine avec des bûchers, avec du feu partout, il faut mettre en place un système de ventilation et d'évacuation des fumées. Sinon, le feu ne brûle pas et on s'étouffe. Donc il y a tout un système qui est calculé pour la circulation de l'air à l'intérieur de la mine. Et à Banca, ça se traduit par notamment par cette cheminée d'aérage. Voici le mobilier associé à la mine, juste pour info, qui vient du site de Banca, donc une petite pointe-rolle en bas à droite, et en haut des enclumes cassées qui servaient à traiter, à faire un premier tri du minerai à la sortie de la mine. On trouve ça dans les halles, les déblais des mines romaines. Ça, je l'ai mis, c'est un tout petit site que Gilles a étudié il y a une quinzaine d'années, qui est tout petit, qui est un peu plus précoce, qui est du 1er siècle, voilà, second 1er siècle avant Jésus-Christ, mais vous voyez, c'est Eric avec les cheveux longs, des tout petits travaux au feu qui débouchent au jour, et c'est très intéressant, c'est pour vous montrer un peu la variété et de sites qui sont quasiment synchrones. On est à peu près à la même période, mais selon la géométrie du filon, les mines vont être plus ou moins grandes, plus ou moins petites, et on a des travaux qui ont vraiment des morphologies très très variées. Donc pour conclure, je vous passe la main sur la mine de Lens, et je voulais vous remercier déjà de nous avoir invités aujourd'hui, mais surtout de nous permettre d'étudier avec vous ce site qui, de tous les sites que j'ai montrés aujourd'hui, est parmi les plus beaux et les mieux conservés. Donc voilà, quelques photos d'ARD 4 avec le sondage de Maria et Jean-Marc à l'extérieur, et une petite vue de la première coupe qu'on a réalisée l'année dernière, avec la plateforme de travail que vous aviez aménagée pour qu'on puisse accéder aux parties hautes du filon. Voilà. Donc je vous laisse... Dernier mot, je l'ai déjà dit, et c'était juste pour rappeler qu'en fait, la mine de Lens, elle est vraiment intégrée dans un ensemble de sites qui, au 1er siècle de notre ère, font de notre région une région dont l'économie était sans doute largement tournée vers la production de métal. Et ça, c'est un phénomène qu'on ne mesurait pas du tout il y a encore une quinzaine d'années. Et je pense que une quinzaine d'années, on commençait à avoir les premières datations, mais on ne se doutait pas de l'ampleur du phénomène, et on ne pensait pas que la production de métal avait une telle importance dans l'économie locale. Voilà. Et donc Lens appartient, on le voit, on est vraiment tout près des autres sites, enfin, c'est le même ensemble. Voilà. Merci.